ça y est, notre invité a quitté le plateau. C'est la dernière ligne droite de cette matinale de jeudi. Nous sommes le 7 avril et nous sommes donc ensemble jusqu'à 9h. Au programme de cette dernière demi-heure, on va reparler un petit peu de la météo, car nous entrons dans un épisode tempétueux de 48 heures, pas très agréable. Le vent va balayer la Vendée jusqu'à demain après-midi. On va voir ça notamment dans le bulletin de Fanny après le journal. Juste avant, dans le journal, nous parlerons aussi de ces élus de la côte qui se sont retrouvés mardi après-midi à Saint-Hilaire-de-Riez pour réfléchir à l'avenir de nos communes du littoral. Comment concilier montée inexorable du niveau de la mer et développement raisonné du territoire. Et puis dans nos chroniques du jour, retrouvez dans un quart d'heure maintenant le coup de fil à la presse qui nous emmène à Paris aujourd'hui. Une petite visio avec le coprésident des Vendéens de Paris pour parler de la sortie du dernier numéro du journal destiné aux expats vendéens. On va regarder la météo pour commencer. Donc vous avez probablement ouvert les fenêtres à cette heure-ci à 8h30. Vous l'avez vu, il a plu ou il pleut pas mal et surtout il y a du vent. C'est ce qui va marquer cette journée de jeudi qui va être un petit peu moche quand même, il faut bien l'avouer. Des averses donc plutôt modérées ce matin. Le vent, notamment sur les côtes, risque de souffler par rafale jusqu'à 90, voire 90 km/h. Cet après-midi, c'est le même programme, de la pluie pour tout le monde, des averses. Et donc ce vent, toujours très présent, qui se renforcera encore un peu plus demain matin avant de s'évacuer par le nord de la France, du côté de l'Allemagne. On en reparle dans le bulletin météo de Fanny après le journal. Du côté des marées, même si ce n'est pas vraiment un temps à sortir, regardez les horaires. La mer va être à son point le plus haut dans un petit quart d'heure, une dizaine de minutes même maintenant. Et la prochaine basse mer, ce sera juste avant l'heure du goûter. On termine avec la carte des marchés de ce jeudi. Nous parlions donc de ce littoral balayé un petit peu plus que les terres par le vent. Et bien normalement, les producteurs vous attendent quand même à la Guérinière ce matin, à Beauvoir-sur-Mer ou encore à Saint-Hilaire-de-Riez. Et puis dans les terres, sur le continent, vous pouvez aller du côté du Poiret-sur-Vide, La Roche-sur-Yon ou encore Saint-Germain-de-Princey. Il me reste à souhaiter une bonne fête au Jean-Baptiste. À vous signaler que le soleil, lui, il est debout depuis 7h30 et qu'il se couchera tout à l'heure à 20h43. On passe au journal. Protéger le patrimoine, qu'il soit terrestre ou marin, tout en tenant compte du développement nécessaire du territoire. Les enjeux pour l'association vendéenne des élus du littoral ne manquent pas. Relancé l'été dernier, la VEL vient ainsi de tenir son premier congrès, un rendez-vous qui était ouvert à tous pour faire une sorte d'état des lieux, mais aussi dresser un plan d'action pour protéger le littoral vendéen face à la montée du niveau de la mer. Grégoire de Châtillon. Merci beaucoup pour cette invitation. Comment innover pour exploiter l'océan sous toutes ses formes? Comment gérer la surpopulation dans nos stations balnéaires? Comment faire face à l'inexorable élévation du niveau de la mer? Autant de réflexions sur l'avenir. Notre littoral est un trésor. Cependant, le trait de côte recule et la mer avance. La question, c'est comment nous, on imagine le futur du littoral dans les communes et les territoires littoraux avec la réalité géographique et climatique qui fait que la mer monte et en même temps avec les ouvrages, les décisions, les accompagnements pour protéger les populations, pour replacer parfois certaines activités humaines en préparant un avenir durable en fait. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut venir habiter sur le littoral français et vendéen en particulier. Et on sait que c'est un territoire qui est menacé du côté de la mer. Comment l'homme du littoral vendéen va-t-il s'adapter à cette réalité démographique et climatique? C'est sûrement la principale préoccupation abordée lors de ce congrès de la VEL. Faire un peu changer nos lignes juridiques, nos modes de comportement. Il y a plusieurs axes pour se mobiliser, effectivement. Il y a beaucoup d'informations à faire. On voit bien que l'information de la population est essentielle, l'information des usagers, des accueilleurs, et c'est aussi la façon dont on va organiser l'aménagement du territoire, c'est-à-dire soutenir des activités, soutenir l'implantation d'activités plutôt en zone rétro-littorale qu'en front de mer, pour aussi s'adapter à la montée du niveau de la mer et au recul du trait de côte sur certains territoires. Sur les enjeux du littoral. Avec ses 276 km de côte, la Vendée doit à la fois regarder l'avenir avec lucidité, mais aussi avec un esprit de responsabilité.
Et nous avons quelque part une chance issue de notre malheur lorsqu'il y a eu Xynthia, qui montre que l'océan que nous aimons ici, bien évidemment, pour toutes les raisons que nous connaissons, peut aussi avoir un impact sur nos vies. Et donc il est très clair que nous devons utiliser cet accident majeur en Vendée pour anticiper. Et très concrètement, le Conseil départemental de la Vendée prendra les mesures qui s'imposent. Nous allons lancer pour 2024 un nouveau plan biodiversité dans lequel il y aura un sujet par rapport à l'évolution du trait de côte. Vendéens, élus, la solidarité ne peut être que collective. Il en va aussi de la coopération de l'État pour relever les défis de notre littoral. Son arrivée dans la cour de l'établissement n'est pas passée inaperçue. Une nacelle d'éolienne a été donnée au lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon, un établissement qui forme au métier de l'éolien justement et qui devait jusqu'à présent travailler sur du matériel un petit peu dépassé, notamment pour former les futurs techniciens de maintenance par le biais de son BTS. Ce n'est donc plus le cas, de quoi permettre de renforcer ses effectifs dans un secteur qui recrute fortement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, il y a à peu près 3 offres d'emploi de techniciens de maintenance sur la France. Donc ça ne manque pas. En majorité, sur la France, on sort à peu près 60 à 80 techniciens de maintenance en sortie BTS par an. Tout CFA et lycée confondus en France. Donc on est très loin de répondre aux besoins et à la demande. C'est un prénom, un parcours, un petit garçon dont beaucoup de jeunes Vendéens ont déjà entendu parler. Timéo, par le biais de l'association L'Envol de Timéo, lancée par sa famille en 2015, lutte contre le syndrome d'Angelman, une maladie qui nécessite des soins coûteux. Parmi les dernières opérations en date pour pouvoir les financer, il y a la récolte dans les écoles de stylos usagés pour les recycler en mobilier urbain. L'occasion pour Timéo et sa maman d'aller à la rencontre des enfants qui participent à cette opération. Alexandre Debray. En fait, Timéo, ce qu'on vous a pas dit aussi, c'est qu'il a 2 petits frères maintenant. Donc il y en a un qui a 20 mois et l'autre il a 3 mois. Et ils ont la maladie ou pas? Eh ben ils n'ont pas la maladie. Une classe studieuse face à Céline. Elle est la mère de Timéo, un garçon de 8 ans atteint du syndrome d'Angelman. Cette maladie génétique rare l'empêche de parler, provoque des crises d'épilepsie et de nombreux autres symptômes que la maman explique patiemment aux élèves. C'est super, ça permet de faire connaître l'association, la maladie, Timéo et ses copains aussi, parce que du coup, Timéo, ça fait partie des maladies génétiques rares, mais il y a aussi des copains qui sont atteints, copains ou copines, qui sont atteints de ce syndrome. Depuis octobre, une collecte de crayons est également lancée. 1 kilo de stylo, 1 € pour l'asso. Ces objets financeront du matériel, une salle de motricité ou encore des séjours thérapeutiques à l'étranger. Face à cet enjeu et après la rencontre, ces élèves de CM2 sont motivés. En voyant tout ça, je me suis dit qu'il faudrait aussi les aider comme il faudrait qu'on fasse. Si tout le monde le fait, je pense qu'on va y arriver. Parce que si tout le monde y met du sien dans l'école, je pense que ça va aller vite et puis qu'on va pouvoir en récolter beaucoup. La collecte et l'échange font partie du passeport du civisme, un dispositif pour sensibiliser les enfants aux questions environnementales, sociétales, mais aussi de travailler sur l'inclusion. C'est une manière concrète de travailler l'éducation morale et civique au sein de la classe et puis dans leur vie de tous les jours, parce que dans le passeport du civisme, il y a et des actions collectives qu'on va faire tous ensemble en classe, mais également des actions individuelles qu'ils vont pouvoir faire hors temps scolaire avec leur famille. La campagne de dons se poursuit jusqu'à la fin de l'année scolaire dans les 2 écoles élémentaires de Mouilleron-le-Captif. D'ici là, les élèves vont présenter le projet aux autres classes pour que la vague de solidarité s'élargisse. Des images à présent de cette cérémonie qui a attiré du monde. C'était le week-end dernier à Saint-Mexant-sur-Vie. La municipalité a décidé de dédier sa salle des fêtes à Henri Morisseau, maire pendant 42 ans de ce bourg entre Esnay et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 7 mandats que ce natif de Saint-Mexant a utilisé pour développer son territoire. Il a fait notamment le système de traitement des eaux usées type lagunaire qu'on a ici. Il a initié le stade. C'est aussi du bénévolat sur les vestiaires du stade qui ont été réalisés. Il a fait des lotissements. Il y avait 360 habitants quand il a pris son premier mandat. Aujourd'hui, on est 1129.
Et il a transformé cette toute petite commune inconnue en une commune très développée et qui en plus est connue dans toute l'agglo, mais au-delà. Nous terminons avec une jolie rencontre. Dans 2 mois, jour pour jour, Anthony Monnier va s'élancer en camping-car pour le Cap Nord, une zone du globe que le photographe connaît déjà bien et qu'il va retrouver au cours d'un voyage de 5 mois. Au-delà du périple, c'est aussi une sorte de défi pour faire taire la spondylarthrite ankylosante qui l'accompagne depuis des années. Alix Solanos. C'est à bord de Yaplucap, son camping-car, qu'Anthony Monnier s'apprête à vivre sa prochaine grande aventure. 5 mois sur la route jusqu'au Cap Nord. Un coin du globe que ce photographe connaît déjà particulièrement bien, mais qu'il va cette fois prendre le temps d'apprécier autrement. Ouais, il y a une notion de défi un petit peu. C'est le plus long voyage que je vais faire, 5 mois. Donc c'est quand même 5 mois, 14 000 kilomètres. Pas mal de pays traversés. La France, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et retour en France. Depuis qu'il a découvert les paysages grandioses du Grand Nord en 2017, cet amoureux de photos ne peut s'empêcher d'y retourner. Là-haut, pour moi, c'est un petit peu tout. La première fois que j'ai vu des aurores boréales, là-haut, pour moi, c'est les couleurs, c'est la quiétude, c'est un sentiment de bien-être, c'est des paysages fabuleux. La densité de population est tellement faible au kilomètre carré que quand on croise quelqu'un, on est content de le voir et il est content de nous voir. Donc c'est aussi ça, c'est tout ça. Les 3 premiers mois, Anthony voyagera seul avant que sa compagne Laurence ne le rejoigne. Pour elle, ce sera une première. Voyager, elle a la rencontre des gens qui vont nous raconter certainement leur histoire, leur vie, à qui on va aussi se raconter. Il y aura certainement des rencontres magiques, ça j'en doute absolument pas. C'est la première fois qu'Anthony voyagera avec tout le confort du camping-car. Enfin, un confort quelque peu relatif quand on mesure 2,04 m. Il n'y a jamais rien d'adapté, mais moi je m'adapte. C'est ça le plus important. Et sur l'adaptation, Anthony en connaît un rayon, lui qui vit depuis des années avec une spondylarthrite ankylosante, une inflammation chronique des articulations. C'est un peu une manière de lui régler son compte. C'est un peu une manière de la mettre, de la reléguer au 2e voire au 3e plan. J'ai décidé de vivre plutôt que d'attendre que ça se passe. Moi je vis. Et comme Laurence et Anthony voulaient partager ce rêve éveillé, ils ont eu l'idée d'emmener avec eux une équipe de Playmo. Tous ceux qui le souhaitent peuvent donc customiser ces célèbres petits personnages. Le couple leur donnera vie au travers de photos réalisées tout au long de cet incroyable périple qui débutera le 7 juin prochain. Et voilà pour les informations de ce jeudi matin. Nous allons maintenant retrouver Fanny sur le plateau de la météo pour voir les prévisions de ce jeudi. Vous l'avez entendu et vous l'avez sans doute peut-être même déjà constaté. Ça souffle aujourd'hui. C'est l'heure de la météo avec la fabrique artisanale La Savonnerie des Collines, la douceur au naturel. Bonjour à toutes et à tous. Alors on ne va pas se mentir, ce n'est pas la plus belle météo de l'année qui s'annonce ces prochains jours. Entre la pluie, le vent et des températures qui ont du mal à décoller. Jeudi matin, ce 7 avril, le temps est venteux et pluvieux sur l'ensemble de la Vendée. Ça souffle fort dès le réveil avec des pointes à 80 km/h en bord de mer et 70 dans les terres. Soyez vigilants si vous devez notamment prendre la route. Concernant le mercure, eh bien il est stable avec une moyenne de 11 à 12 degrés sur l'ensemble du département. C'est notamment le long des côtes qu'il sera le plus doux. Dans l'après-midi, pas d'amélioration. Les pluies arrosent notre Vendée. Le vent ne mollit pas non plus de secteur ouest-sud-ouest. Il souffle jusqu'à 80 km/h, voire plus. Le mercure ne remonte pas non plus par rapport au matin. On compte toujours une moyenne de 12 degrés sur l'ensemble du département, hormis, vous le voyez, au Sable d'Olonne, où le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 13 degrés. Allez, petit coup d'œil aux prévisions de notre fin de semaine. Vendredi, ça souffle toujours. Les vents sont violents et la pluie résiste en matinée, puis dans l'après-midi, place à un ciel de traîne avec un risque orageux. Les rafales à ce jour pourraient grimper jusqu'à 100 km/h à surveiller. Quant au mercure, comptez de 11 à 14 degrés de moyenne.
Samedi, journée de transition, le vent se calme et il va faire plus frais. Les nuages circulent toujours et s'accompagnent de faibles averses sur la côte. Dans l'après-midi, le temps s'améliore. Le ciel devient variable avec de petites ondées que l'on retrouve principalement sur le littoral. Et puis dimanche, nous allons enfin retrouver notre soleil vendéen, même si les nuages circulent toujours, notamment le long des côtes. Le mercure affiche un petit 2 degrés en matinée et 13 au meilleur de la journée. En attendant, retour au jeudi 7 avril. Nous gagnons 4 minutes de temps d'ensoleillement. Lever du rideau 7h32, coucher 20h43. Les coefficients de marée sont de 53 et 47 avec une mer basse à 15h20 et haute à 8h44 et 20h53. Très belle fête également à tous les Jean-Baptiste. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur TV Vendée pour un nouveau point météo. Bonne journée et surveillez le vent. Oui, surveillez vraiment le vent, vous avez vu, on en a pour jusqu'à demain midi. Et également, autre fait à noter, cette chute des températures à nouveau dans la nuit entre vendredi et samedi. En attendant, il est 8h46 maintenant sur le plateau de la matinale et on va revenir sur l'élan de solidarité qui s'est mis en place depuis quelques semaines dans le département en faveur des Ukrainiens. On va faire un gros plan ce matin sur Vista, qui est une des associations qui gère un petit peu l'organisation vendéenne dans l'accueil des réfugiés. C'est une association récente, mais qui est le fruit de la fusion de deux associations historiques du département, la PSH et Passerelle, qui ont pour vocation initiale d'intervenir auprès des publics en très grande difficulté sociale, les centres de domicile fixe avec des dispositifs de mise à l'abri, d'accompagnement, des centres d'hébergement de réinsertion sociale, un pôle qui gère des dispositifs d'hébergement, à peu près 600 places dans le département pour des demandeurs d'asile, donc qui viennent d'une vingtaine de pays différents en moyenne, la Syrie, l'Afghanistan, la Somalie, et qui sollicitent le statut de réfugiés. Notre travail, nous, consiste donc à accueillir les familles, à les accompagner dans leur première démarche, notamment pour obtenir ce qu'on appelle le statut de la protection temporaire, qui est offert à tous les déplacés ukrainiens en Europe. C'est une première. Ce mécanisme s'apparente au statut de réfugiés politiques, sauf que les Ukrainiens n'ont pas besoin de passer par une procédure. Leur sécurité, leur vie est menacée. Donc le fait d'être présent dans un État européen les place de facto sur ce statut de protection temporaire, qui leur permet, s'ils souhaitent rester en France évidemment, d'avoir un droit au séjour, de pouvoir travailler, scolariser leurs enfants et vivre le plus normalement possible. On a une prévision d'accueil pour le département de la Vendée de 1000 déplacés ukrainiens, 100 000 en France. La Vendée, c'est grosso modo 1% de la population, donc on a été mobilisé il y a à peu près une dizaine de jours. Et c'est très volontairement que nous avons donné une suite favorable pour animer, donc gérer, comme je disais, ce centre qui a vocation donc à accueillir des familles qui ont essentiellement transité par l'Île-de-France, qui sont redispatchées en France pour éviter évidemment d'accumuler trop de monde sur un même endroit et pouvoir leur apporter des conditions d'hébergement temporaires acceptables. On accompagnera également ces familles une fois qu'elles seront orientées vers une famille donc qui va les héberger pour continuer leur insertion dans la commune d'accueil, scolariser les enfants, les aider éventuellement à trouver du travail et éventuellement un logement durable autonome, puisque la plupart des familles avaient une vie tout à fait normale dans leur pays et sont tout à fait en capacité de retrouver, si elles le peuvent, si on leur en donne les moyens et si on les accompagne, une vie à peu près normale. On va les accompagner effectivement un petit peu sur toute la démarche, toute la ligne, depuis leur premier accueil ici jusqu'à leur installation, on l'espère, durable, même si on ne souhaite pas qu'elle dure des années. Et c'est un plus de l'info que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On va passer notre coup de fil à la presse maintenant. Et nous prenons la direction de Paris pour la visio de la semaine. Les Vendéens de Paris viennent de sortir leur nouveau numéro de leur journal, un numéro dans lequel ils ont décidé de mettre à l'honneur ces Vendéens qui soutiennent leur action, au rang desquels un certain David Soulard à la tête du groupe Gauthier.
Le dernier journal des Vendéens de Paris qui a été publié début mars, il est tout récent, ça a été l'occasion, ou c'est l'occasion, c'est celui qui est publié aujourd'hui, de donner un coup de projecteur aux entreprises partenaires de l'Union fraternelle des Vendéens de Paris, donc qui, je le rappelle, est une association dans laquelle n'œuvrent que des bénévoles. Et l'idée première, c'était un remerciement à tous nos partenaires, mais aussi et surtout de donner un caractère humain en fait à ces personnes, plutôt que les logos des entreprises. En général, quand il y a un nouveau partenaire, on fait 2 pages, un article de 2 ou 3 pages pour le présenter, pour présenter l'entreprise et pourquoi il nous a rejoints, quelles sont ses motivations justement. Et là, dans le dernier numéro, on a présenté le petit dernier en fait. Alors, quand je dis le petit dernier, c'est un peu sur le ton humoristique parce que il n'est pas si petit que ça, c'est une grosse entreprise du Boupère. Donc il y a un article de 2 pages qui présente David en fait par l'intermédiaire d'un reportage qui est fait par Jean-Marie Poirier, qui est un auteur vendéen qui écrit dans le cadre de Cause Vagabonde, mais je serais surpris que vous ne le connaissiez pas, qui a écrit de nombreux articles, ou qui écrit de nombreux articles sur des Vendéens en fait. Certains sont là depuis très longtemps, et depuis 2-3 ans, on a voulu élargir le cercle de ses partenaires, et en fait ça s'est fait par des relations humaines. Je pense que c'est le principal point des nouveaux, avec les nouveaux partenaires, c'est des relations humaines entre des personnes et qui nous soutiennent, parce que c'est des gens qui ont la Vendée dans le cœur, donc ça c'est important. Et pour nous aussi, étant sur Paris ou en région parisienne, cette accroche ou cette approche vendéenne reste majeure pour nous. Et je pense que ce qui les a attirés, c'est de nous donner un coup de main, mais vraiment dans le sens de fraternité, de solidarité, à la vendéenne, quoi, en fait, quelque part. Et si vous aussi, vous êtes expatrié vendéen du côté de la capitale, eh bien vous pouvez retrouver l'actualité des Vendéens de Paris, notamment sur la page Facebook de l'association. On ouvre le programme télé. Et le hasard fait que nous allons rester au Boupère, comme pour Gauthier, avec notre nouveau numéro du Mag Éco. Catel le Jeune part aujourd'hui donc à la rencontre d'Atoll Agencement, une entreprise qui conçoit des cuisines et des salles de bain. Comment on reprend comme ça une entreprise familiale? On se dit allez, on se lance, on y va, on apprend. Non, c'est pas le plus simple. Reprendre une entreprise, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Travailler en famille, c'est bien, mais c'est vrai qu'après on est toujours dans le travail. Ouais. Donc c'est pas toujours simple. Et vous travaillez quand vous avez repris, votre papa était toujours là pour vous épauler et puis vous accompagner? Alors mon papa a toujours été là. Ouais. Et même aujourd'hui à 71 ans, si j'ai un conseil à lui à demander, il va être là aussi. Bah oui, j'imagine. Donc lui, il a toujours été dans la menuiserie. Ouais, il connaît ça sur le bout des doigts, donc il n'y a pas de... Je peux lui demander n'importe quoi. Très bien, bon alors on est juste devant l'entrée de votre entreprise, je vous suis, on va voir un petit peu ce que vous proposez dans votre showroom. D'accord. Allez, c'est parti. Alors voilà, on arrive dans votre showroom. Alors, on voit un petit peu ce que vous proposez, mais bon, expliquez-nous en détail. Alors nous, ce qu'on fait, dans ce que vous voyez dans le showroom, pour l'instant, il y a des cuisines, salle de bain, du meuble. On fait aussi dressing, tout ce qui est vraiment intérieur maison, salle à manger, salon. On fait que du sur-mesure, on fabrique tout. Okay. Ici dans nos ateliers. Ok. À destination des pros, des particuliers? Alors on fait pour le pro et le particulier. Qui sont les apporteurs d'affaires pour vous aujourd'hui? À part le particulier en direct, mais sinon au niveau des entreprises par exemple? Alors au niveau des entreprises, c'est qu'ils répondent sur des chantiers publics. Ouais. Et ces chantiers publics, en fait, eux, c'est souvent des charpentiers menuisiers qui nous font la demande. D'accord. Parce qu'il y a du mobilier à faire dans les salles des fêtes, des choses comme ça. Et au fait, eux, ils commandent ici, nous, on ne paraît pas. Ok. On fait la fabrication et eux, ils posent. Ok, très bien. Et alors, rappelez-nous peut-être la zone géographique sur laquelle vous travaillez, essentiellement? Alors, essentiellement, en ce moment, on travaille à 30 km à la ronde. D'accord. On est beaucoup sur les herbiers, local, jusqu'à Montournai, Pouzauges. Ça tourne vraiment autour du Boupère, quoi.
Le Mageco chez Atoll Agencement, c'est un numéro à retrouver en intégralité, notamment ce midi sur l'antenne. On va rappeler un des principaux titres développés depuis 7h ce matin, juste avant de terminer avec le jeu. C'est le premier congrès de l'AVEL, l'association vendéenne des élus du littoral. C'était mardi à Saint-Hilaire-de-Riez. Une journée de réflexion pour tous les acteurs de la côte pour trouver des solutions face à la montée du niveau de la mer. La Vendée lancera, elle, en 2024, un nouveau plan biodiversité au sein duquel l'évolution du trait de côte sera pris en compte. Et maintenant, on passe au jeu. Terminons donc avec le rappel de ce 4e indice pour tenter de décrocher soit des places pour aller assister à un match de la saison régulière du Vendée Châle en basket, soit des places pour assister à la comédie musicale Hakuna Matata de la compagnie Imagine. Pour faire partie des 7 gagnants de cette semaine, il faut nous dire quelles personnalités, il y en avait 2, qui ont participé à l'inauguration du Vendée Space en 2012. Indice du jour, Asvel Lyon-Villeurbanne et On-Off Communication. Voilà, vous avez jusqu'à demain midi pour nous envoyer votre réponse sur le site internet de TV Vendée. Et c'est la fin de cette matinale de jeudi déjà. On va se retrouver demain dès 7h en direct pour un nouveau démarrage de journée ensemble. On sera vendredi, youpi. D'ici là, restez à l'abri. Ça va souffler aujourd'hui, vous l'avez entendu. Très bonne journée à vous tous et à demain.